Elisabeth Assayag. La France bouge, bienvenue si vous nous rejoignez. La France bouge, ça se passe sur Europe 1, au service de l'entrepreneuriat, c'est du lundi au jeudi. On se retrouve désormais de 20h à 21h pour s'immerger dans le monde de l'entrepreneuriat. Des startups, des pépites, des idées, vous allez le voir chaque soir. Elle ou il retrousse les manches et fonce, et ça a été votre cas, Jean Vergès. Vous êtes le fondateur de Cité Immersive. Europe 1, la France bouge. La pépite. Jean, je vous présente, vous l'avez écouté, je vous voyais très concentré en train d'écouter Marie-Christine Labourdette, présidente de l'établissement public du château de Fontainebleau. Oui, si vous nous rejoignez à l'instant, aujourd'hui on parle de notre patrimoine parce que nous sommes à quelques jours des journées du patrimoine. Donc c'est l'occasion d'aller visiter ces pépites françaises comme le château de Fontainebleau, mais bien d'autres, et d'aller et de se mettre en immersion. Nous sommes toujours avec notre coach de ce soir, c'est Philippine Dolbeau, qui est conférencière, entrepreneuse. Ça va, Philippine ? Ah ouais, je suis passionnée par ce qui se dit. Ça vous plaît, tout ce qui est culture, art? J'adore ça. Je suis nulle en histoire, mais c'est quelque chose qui me passionne. Donc voilà. Ça va. C'est le début, donc peut-être que vous allez monter une boîte autour de ça. En tout cas, ce soir, on reçoit le fondateur de Cité Immersive, vous, Jean. Jean, vous avez 29 ans, vous êtes né à Paris. Vous aussi, vous avez toujours baigné dans la culture. Votre maman est éditrice de livres d'art et votre père galeriste et antiquaire. Et même vous avez toujours été passionné par l'art. Vous en avez fait vos études ? Tout à fait, j'ai fait un master d'histoire de l'art et puis complété avec du droit parce qu'il faut quand même faire des études sérieuses d'après les parents. Ah ouais, donc un peu de droit histoire de les rassurer. Et puis à l'âge de 22 ans, vous lancez votre première boîte déjà de musée en réalité virtuelle avec un casque. Cette boîte s'appelle ? Elle s'appelle Universal Museum of Art et grosso modo on travaillait pour le compte des musées à travers le monde. On a travaillé avec plus d'une centaine de musées pour réunir leurs collections, leurs chefs-d'œuvre dans des décors en réalité virtuelle qui seraient ensuite accessibles sur son smartphone, sur un site internet, dans un casque. Et on a accueilli plus de 10 millions de visiteurs en ligne pour découvrir ces expositions sur les grands thèmes de l'histoire de l'art. Très belle réussite, 10 millions de visiteurs sur cette plateforme. Ça a duré 4 ans, vous l'avez revendu ? Tout à fait. Là, cet été 2023, Philippine qui vous regarde, il a revendu. Elle s'y connaît, Philippine. Elle a monté sa propre boîte à 16 ans. Vous voulez dire quelque chose ? Ouais, non, mais je trouve l'histoire très chouette parce que j'en ai pris connaissance il y a quelques années et déjà là, je m'étais dit mais quelle histoire de dingue. Et aussi, je trouve ça chouette parce que c'est important pour les nouvelles générations dont je fais partie d'avoir une autre manière d'accéder à la culture. C'est l'innovation, c'est tout ce qu'on aime. Et j'avais trouvé l'initiative absolument canon. Donc, pour Universal Museum. Et c'est absolument pas exclusif. Après, de la pratique, d'aller voir les tableaux, parce que quand on les a vus Tout à fait. dans un musée virtuel, on n'a qu'une hâte, c'est de voir le tableau en vrai. C'est ce que je disais. C'est ça qui est formidable. L'écran ne remplacera jamais le contact de l'œuvre en vrai. Le but, c'est de créer l'étincelle. C'est de créer l'étincelle et le désir. Exactement. Et vous avez réussi. Donc vous avez revendu la première boîte. Cet été, vous lancez Cité Immersive. Là, je vais vous laisser un peu plus parler puisque c'est le moment du pitch. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêt. Cité Immersive, c'est quoi ? Vous avez 1 minute. Alors, Cité Immersive, c'est une société qui conçoit, qui produit et qui exploite des lieux culturels immersifs à la découverte de l'histoire de France et de son patrimoine local. Ça, c'est la phrase rapide. En d'autres termes, en quoi ça consiste ? On essaye d'identifier des personnages et des traditions qui sont emblématiques de la France, de certaines régions, de certaines villes et qui sont parfois méconnues du grand public. Et avec ces personnages, ces traditions, on va essayer de les mettre en scène sur un lieu d'environ 1000 mètres carrés à grand renfort de dispositifs immersifs. On parle de projections vidéo à 360 degrés, on parle de décors historiques, on parle d'objets de collection scénographiés de manière assez innovante. Et en fait, notre ambition, c'est de réinventer, de repenser certains aspects du concept du musée d'histoire et de faire vivre une émotion, un sentiment, une narration et qu'ensuite la pédagogie vienne en complément de l'expérience. C'est-à-dire qu'on va se distinguer d'un mini Puy du Fou, d'un atelier des Lumières par exemple, en renforçant l'aspect pédagogique, en renforçant l'aspect muséographique, mais sans trahir l'émotion, le spectacle. Ça nous donne vraiment envie d'aller. Comment on fait pour essayer ? Alors, donc, le premier établissement qui ouvre à Rouen au printemps 2024. Il sera consacré aux Vikings, car c'est à Rouen qu'un chef viking du nom de Rollon a fondé la Normandie. D'ailleurs, normand, ça devrait paraître évident, mais ça ne l'est pas. Normand, ça veut dire les hommes du Nord. Ça a été fondé par les Scandinaves. Normal. Et c'est à Rouen que tout s'est passé. Et puis ensuite, on a plein d'autres projets dans les cartons, à Cannes sur le cinéma, à Poitiers sur Aliénor d'Aquitaine et ailleurs. C'est
passionnant. D'abord, merci pour votre pitch, Jean Vergès, fondateur de Cité Immersive. Vous êtes bien sûr Europe 1. Comment vous vient cette idée de dire tiens, je vais aller à Rouen et parler des Vikings? C'est quoi votre étincelle à vous? Alors l'étincelle, elle vient déjà de la rencontre avec une ville, avec un thème qui nous inspire, avec un lieu aussi, parce que le lieu est extrêmement important. On cherche des lieux en hyper centre-ville qui puissent avoir 1000 mètres carrés, recevoir du public, c'est des normes très exigeantes. Et donc la rencontre d'un lieu qui là est sur les quais de Seine, à quelques mètres de l'eau, là justement où les Vikings sont arrivés pour envahir et puis petit à petit coloniser la région. Et ensuite c'est la rencontre avec une municipalité, donc la municipalité de Jean-Nicolas Maillard-Rossignol, qui est le maire de Rouen, qui a accueilli très favorablement le projet. Vous venez le voir, vous prenez rendez-vous, vous lui vendez le projet, il vous dit banco? En un peu plus long, oui. Ça a duré combien de temps? Et on passe d'abord par les adjoints, par les différents services de la ville, pour essayer vraiment, parce que on est une initiative privée, on loue le lieu commercialement comme n'importe quel acteur, mais on vient cocher un grand nombre de cases du service public. Attractivité, mise en valeur du patrimoine, on a une grande dimension de démocratisation de la culture, en voulant accueillir des publics scolaires ou atteints de handicap. Et donc, évidemment, les pouvoirs publics, on espère, nous facilitent la tâche, que ce soit au niveau du tourisme, de l'enseignement, de l'urbanisme, et plein d'autres choses encore. Marie-Christine Labourdette, quel regard portez-vous peut-être Je trouve ça une idée absolument formidable. En matière de tarification, vous allez être sur quel créneau? Alors donc c'est effectivement une question essentielle. Il faut savoir que dans le milieu des expériences un peu loisirs immersifs, si je prends l'Atelier des Lumières, qui est un des plus connus à Paris tout du moins, on est autour de 20-25 € le plein tarif. On a décidé de prendre le contre-pied, c'est-à-dire qu'on est en région, on essaye de déconcentrer l'offre culturelle, on essaye de la maintenir accessible, donc on va faire un effort tarifaire et on va situer notre tarif autour du prix d'une place de cinéma, c'est-à-dire 15 €. Ouais, alors c'est un petit peu plus cher qu'une institution publique, dont le plein tarif est généralement autour de 10-12 €, mais voilà, on vise une expérience qui se veut très, très qualitative, très immersive. Et qui durerait combien de temps? Le temps de visite sera compris entre 1 heure et 1 heure et quart. Ah bah c'est formidable. Philippine Dolbeau, vous êtes la coach de ce soir. Si Jean est parmi nous, au-delà de nous faire découvrir Cité Immersive, c'est aussi parce qu'il est en train de se développer. Je rappelle, cette toute jeune boîte, ça date de cet été. Son pitch, il est clair, Philippine. Ah mais non, mais vous m'avez transporté avec vous. Donc, très très chouette. Je suis transportée. Ça y est, j'y suis. Je suis avec les Vikings. Non, je trouve ça très chouette, mais j'ai juste du mal à comprendre votre business model. Aujourd'hui, comment vous vous rémunérez? C'est des appels à projets publics, c'est des partenariats avec ces villes? Donc il y a différentes modalités. Il y a la modalité, j'ai envie de dire, la plus simple et la plus directe et la plus agile. C'est celle qu'on a choisie pour Rouen pour être le plus réactif. Alors ça nécessite des gros investissements, mais ça consiste à être une société complètement privée qui va louer de manière privée un lieu et qui va ensuite le scénographier et le mettre en scène avec des investisseurs et des investissements privés. Et ensuite, le modèle économique derrière, c'est de la billetterie à 70% grosso modo. Et puis ensuite, exactement comme le château de Fontainebleau, c'est de la privatisation, c'est de la restauration et de la boutique. On a peut-être un volet mécénat qui a vocation à se développer, mais qui restera anecdotique par rapport au modèle économique, puisqu'on est quand même une entreprise privée. Ça paraît d'une simplicité sans nom. Tout est privé, objet clé en main, et puis voilà, le maire a dit oui. Après, il y a d'autres manières de fonctionner. Ça paraît hyper simple. C'est clair. Il y a d'autres manières de fonctionner. Si jamais on a une municipalité très accueillante, bienveillante et qui est très motivée par le projet, on peut réfléchir à des mises à disposition de lieux patrimoniaux. On peut réfléchir à des programmes de financement aussi sur certains aspects du parcours, notamment la partie scolaire ou autre, avec des précommandes de billets. Et puis, il y a d'autres acteurs qui peuvent venir dans l'équation. Ce sera peut-être le cas sur d'autres établissements dont on prépare le lancement, mais c'est d'avoir des logiques de coproducteurs. C'est-à-dire, une société de production audiovisuelle, par exemple, décide de prendre le risque financier de financer la totalité ou une partie du parcours en échange de royalties sur la billetterie. Donc ça, c'est un deal à mettre en place. Ok. C'est quoi vos besoins aujourd'hui? Comment pouvons-nous vous aider, Jean Vergès? Vous êtes le fondateur de Cité Immersive. Merci déjà de vouloir m'aider. Mais vous êtes là pour ça. La France Bouge crée des ponts, des liens entre... J'ai déjà des points avec le château de Fontainebleau en tête, mais on en parlera peut-être. Mais non, c'est pas après l'antenne, c'est ici qu'on en parle, c'est maintenant. On peut en parler parce que je trouve ça aussi très intéressant. Alors allez-y. Allez-y. Faites-le. Mais je vais faire ma proposition. Faites votre proposition. Ici en direct. Et d'ailleurs, je prépare le contrat en signe avant la fin de l'émission. Non, je plaisante. Évidemment, un des enjeux les plus importants pour nous, c'est d'identifier des lieux, des opportunités, des thématiques sur lesquelles on pense qu'on va réussir à accueillir du public. Nous, notre modèle économique, il tourne à partir de environ 100 000 visiteurs par an, ce qui est très ambitieux, surtout dans des villes comme celle que j'ai citée. Donc,
on cherche des lieux et des opportunités et des thématiques. Pour l'instant, ce qu'on a fait à Rouen, c'est de louer un lieu en centre-ville. Mais on peut très bien s'agréger, s'associer à des lieux qui ont déjà une fréquentation et une thématique toute trouvée. Je pense évidemment aux lieux de patrimoine. Je pense à tous les lieux qui sont peut-être inexploités d'un château de Fontainebleau qui aurait 70 000 mètres carrés, 1600 pièces, 800 cheminées. Ça y est, il a commencé là. Il a raison. Et donc voir comment est-ce qu'une thématique, par exemple François Ier ou Catherine de Tout à Médicis fait. ou Napoléon Ier, comment est-ce qu'un opérateur privé pourrait venir proposer quelque chose avec une vraie prise de risque en termes de projets scientifiques, en termes d'expérience visiteur, avec des décors, des acteurs, des productions audiovisuelles, utiliser peut-être quelques objets des collections du château de Fontainebleau et avec cette expérience qui pourrait s'étaler sur quelques centaines de mètres carrés, mettre en place une sous-billetterie, une billetterie avec Bien option sur un établissement comme le absolument. château de Fontainebleau. Marie-Christine Labourdette. Je trouve que c'est une très bonne idée. D'ailleurs, je comptais bien poser la question à Jean. Donc, le fait qu'on le fasse en direct, c'est encore mieux et encore c'est plus fait pour ça. sympathique. Et ce que je trouve formidable, c'est de comprendre à quel point, finalement, cette forme de réalité immersive, de réalité complète et enrichie l'offre et la curiosité physique, autour du ouais. patrimoine. Puisque, par exemple, à Fontainebleau, pour prendre les exemples dont parlait Jean, on a des espaces qui ont disparu, mais qui ont été des lieux absolument mythiques. C'est-à-dire que Louis XV, qui veut agrandir le château parce qu'il a énormément de filles, il a une cour gigantesque, il vient quand même passer près de 50 séjours à Fontainebleau tous les hivers, pendant 8 semaines. Donc la cour est un peu à l'étroit, donc on remplit le château de partout. Et il y a une grande zone où il y a une galerie extraordinaire de peinture qui a été peinte par Primatis, je vais excuser du peu, sous François Ier, et qui racontait toute l'histoire d'Ulysse. Elle n'est pas en très bon état. Vous savez ce qu'il fait Louis XV ? Il dit, bon écoutez, débarrassez-moi de ça, on rase, et il fait reconstruire une sublime aile Louis XV par Gabriel, l'architecte de la place de la Concorde. Donc on lui en veut pas trop parce que c'est très beau comme bâtiment. Oui. Mais malgré tout, cette galerie d'Ulysse a disparu. Alors que c'était aussi la tradition, la grande arrivée de la Renaissance en France, avec ce mélange entre la culture gréco-romaine et la culture de l'Italie, qui viennent se mêler et fusionner en France pour la première fois. Donc ça, avec Cité Immersive, on reconstitue ce que vous venez de dire. On peut reconstituer la galerie Ulysse. Tout à fait. À fait, c'est fait. C'est fait. Alors, on a énormément de chance en France, et ça, c'est un point que j'aimerais souligner, c'est la richesse de l'environnement d'entrepreneurs culturels et de sociétés culturelles. Je pense que la France est leader au monde sur la variété, la complexité de l'offre qui existe aujourd'hui pour recréer des nouveaux sites, pour créer des nouvelles expériences, pour créer des nouvelles manières d'interagir avec le public. On a un écosystème entrepreneurial très riche, soutenu beaucoup par les institutions publiques et grâce aussi aux budgets qui sont donnés aux institutions et qui permettent aussi de faire vivre toutes ces entreprises. Et ça ferait événementialiser le château de Fontainebleau, donc ça fait venir du monde. Ça ferait venir du monde en plus, et on en serait ravis. On pourrait aussi imaginer une visite, évidemment, autour de François Ier et de l'arrivée de Léonard de Vinci à Fontainebleau, autour de la vie de D'Artagnan, qui a passé beaucoup plus de temps à Fontainebleau que dans le sud-ouest, là où il est né, puisqu'il a été quand même capitaine des gardes du roi pendant très longtemps, et que Louis XIV séjournait aussi très longtemps à Fontainebleau. C'est de là dont part D'Artagnan pour aller arrêter Fouquet, après la fête à Vaux-le-Vicomte, que le roi avait trouvé un petit peu excessive. Donc tout ça, vous pouvez le raconter dans Cité Immersive. On peut le reconstituer. Absolument. Tout à fait. Nous, donc le parcours visiteur sur lequel on travaille, qui a vocation à offrir une marque, presque une identité, même si on peut évidemment s'adapter complètement aux gens avec lesquels on travaille, mais l'idée c'est que le visiteur puisse passer de salle en salle et que chaque salle soit un petit peu une forme de tableau avec des éléments de décor, des productions audiovisuelles, des objets, pourquoi pas des acteurs, des dispositifs muséographiques innovants, et j'entends par là pas seulement les écrans interactifs, mais il y a aussi des questions de posture. Tiens, on va mettre les coudes sur une table et tout d'un coup, nos os vont devenir des conducteurs de son et en se collant les mains contre les oreilles, écouter une voix qu'on n'avait pas entendue dans la pièce jusqu'à présent. On peut imaginer tout un tas de postures et d'attitudes. Et comme ça, de salle en salle, on peut retracer les époques. Tiens, Philippine, on va faire une salle Napoléon. Non, mais moi, ça y est, je suis partie. Elle est partie. Surtout que c'est important pour vous de développer votre modèle sur au moins une dizaine de villes, parce que là, juste sur Rouen, c'est
pas rentable votre Tout histoire. à fait. On est d'accord. C'est une vraie prise de risque. On est accompagné donc par une fondation, et c'est pour ça aussi que ce projet peut exister. C'est que c'est une fondation qui a mis, j'ai envie de dire, la mise initiale dans le projet, parce que ça représente des gros investissements, parce que toutes les fonctions support d'un établissement culturel, et vous ne me contredirez pas, j'en suis sûr, sont extrêmement coûteuses. Voilà, que ce soit sur le marketing, la production, la technique. Enfin, il y a énormément de postes de dépenses. Et donc nous, sur un seul site, on n'est pas rentable. Donc nous il faut plusieurs. multiplier et Exactement. développer les sites. Mutualiser les coûts. Exactement, mutualiser les coûts et Vous restez avec moi autour de la table de La France Bouge. On va se retrouver juste après un peu de musique. Vous allez voir, à quelques jours des journées du patrimoine, juste après la musique, les réseaux sociaux s'emparent aussi de nos châteaux, de nos monuments et de nos musées. Et en plus, il paraît que ça fait venir les jeunes. À tout de suite sur Europe 1.